Plusieurs collègues souhaitent s'exprimer. Je vous suggère que nous les entendions successivement, puis le rapporteur général a de nouvelles questions, peut-être dans la foulée, que nous adresserons aux différents membres du panel. Alors, M. Albéric de Montgolfier a demandé la parole en premier. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est un témoignage, puisqu'avec Philippe Dallier, comme ça a été dit tout à l'heure, nous avons produit un rapport relativement récemment sur la fiscalité et le contrôle des douanes sur le commerce électronique, et nous étions rendus à Cyberdouane. Donc, Cyberdouane est une petite cellule des douanes qui fait de la veille sur Internet. Et nous avons vu de manière très précise le fonctionnement du réseau Tor. Le réseau Tor, donc, c'est un réseau auquel on accède en téléchargeant un logiciel, et on accède ensuite à des plateformes illégales du type de Silk Road, comme ça a été dit à l'instant. Et bien sûr, ce qui nous a étonné avec Philippe Dallier, c'est que sur cette plateforme où il y avait des catégories stupéfiants, trafic d'armes, assassinat, on choisissait sa rubrique, donc c'était assez varié, mais d'un domaine vraiment illicite, eh bien évidemment tous les paiements se faisaient en bitcoin. Donc on a été un peu refroidi par le caractère vertueux du bitcoin. Ça rejoint un peu ce que ça a dit. Donc voilà, donc question toute simple, en effet, pourquoi ces plateformes utilisent le bitcoin? Bon, je crois qu'on a une partie de la réponse à la question. Ma question porte sur le nombre d'utilisateurs du bitcoin. J'entendais une émission passionnante dans la voiture dimanche à la radio, et on disait qu'un très petit nombre de personnes physiques, je crois que c'était l'ordre de 500, détenaient la moitié des bitcoins en circulation. Est-ce que ce chiffre peut être confirmé? Combien y a-t-il de personnes qui détiennent les bitcoins? Et est-ce qu'il y a une si grande concentration sur un si faible nombre de détenteurs? Merci. Merci beaucoup à Albéric de Montgolfier. La parole est à Richard Young. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi, je voudrais d'abord rejoindre le rapporteur général pour dire bienvenue à l'innovation. On a là visiblement tout un secteur nouveau qui est en train de s'ouvrir, qu'on comprend plus ou moins bien, mais c'est le but d'audition comme aujourd'hui de mieux comprendre. Et je rappelle que la France est en retard, en particulier dans le domaine des circuits de paiement. Tout ce qui est PayPal, etc., n'est pas en France, malheureusement. Même s'il y a une initiative récente des grandes banques d'essayer de monter un réseau de paiement en ligne, nous sommes en retard. Et moi, j'aurais tendance à dire nous ne devons pas rater de nouvelles possibilités, surtout si elles facilitent les échanges et permettent de baisser le coût des transactions. Qu'il y ait des choses illégales qui se passent, ce n'est pas lié à la nature du produit, ça existe partout. Tout ce qui a été évoqué, c'est fait aussi avec des chèques, un peu moins d'ailleurs, parce que ce n'est pas très bien, mais avec du liquide ou avec d'autres moyens de paiement. Donc, ce n'est pas le moyen de paiement, je dirais, qui est en cause. C'est quelque chose auquel malheureusement nous aurons à faire face. Et que le système soit alégal, c'est l'expression que vous avez forgé un nouvel adjectif dans la langue française, qui est bien d'ailleurs. En soi, ce n'est pas nouveau. Regardez la régulation bancaire. Nous faisons des efforts énormes en matière de régulation bancaire. Enfin, vous connaissez tout ça. Mais nous savons tous qu'à côté de ça, il y a un secteur non régulé, la banque parallèle en quelque sorte, qui n'est pas illégale, mais qui échappe à toute réglementation. Alors, de temps en temps, nous essayons de faire ceci pour les chambres de compensation, tout ça, mais en réalité, le grand volume échappe. Donc, on est au fond dans la même situation. Ce qu'il faudrait, bien sûr que nous devons essayer de surveiller, d'encadrer. Il ne faut pas qu'il y ait d'abus, et je pense que c'est à vous qui connaissez et qui suivez ces produits nouveaux de nous dire quels sont les besoins de réglementation. Je crois que le Sénat, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, a toujours répondu présent quand telle ou telle autorité avait besoin d'un outil juridique pour encadrer telle ou telle activité. Ma question, c'est pourquoi est-ce que la France est peu active sur ce marché? Qu'est-ce qui fait, au fond, qu'il y a des pays très actifs, des pays, si j'ai bien compris, où c'est interdit? Bon, ça, c'est une façon de faire.
Mais à l'intérieur de l'Europe, où il n'y a pas d'approche commune d'ailleurs, si je comprends bien, j'ai compris que la France était un des pays les moins actifs. Qu'est-ce qui caractérise cette situation? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer le marché, en quelque sorte? Oui, j'ai bien noté qu'il y a des éléments de réponse qui se préparent. Je vous demande de bien vouloir entendre la série de questions et ensuite vous répondrez les uns et les autres selon vos domaines d'intérêt, de compétences dans l'ensemble des sujets évoqués. La parole est à Monsieur Jacques Chiron. Oui, Monsieur le Président. Moi, j'irai sur une question qui est peut-être plutôt en direction de Monsieur Cornu, sur comment se passe la rareté du produit. Au tout début, on créait 50 bitcoins toutes les 10 minutes. On s'est aperçu que ce produit se développait, et aujourd'hui, on n'en crée que plus que 25. Donc, est-ce que c'est les programmateurs, c'est-à-dire ceux qui sont à l'origine de la création de cette monnaie, qui sont les créateurs de oui ou non Bitcoin, parce qu'on m'explique que ce sont des mineurs, mais après, on voit bien que ça se régule. Bon. Et donc, est-ce qu'il y a là une spéculation sur la rareté qui peut commencer à se mettre en place, puisqu'on voit que la monnaie, pas cette monnaie, le cours de cette création monte excessivement vite. Et est-ce que là, on a un début de spéculation de la part des créateurs? Parce que si on dit qu'il y a très peu de personnes qui sont, entre nous, mineurs de ce produit, est-ce que ce n'est pas eux qui créent la spéculation? Voilà. Et donc, on commencerait à voir la réalité du produit, si c'était le cas. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Philippe Adneau. Merci, Monsieur le Président. Juste quelques éléments statistiques que j'aimerais connaître. Combien y a-t-il de mineurs? Puisque l'Allemagne taxe les plus-values, il faut donc avoir connaissance de ce qui est en cours et de la variation. On sait que la valeur a été multipliée par 1000. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir la répartition des bitcoins de départ. Pour combien de mineurs? Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres collègues qui souhaitent prendre la parole? Je n'en vois pas. Monsieur le rapporteur général, vous avez des questions complémentaires? Oui, brièvement, Monsieur le Président, parce que nous sommes soucieux d'avoir quelques éclairages. Vous avez tous bien noté qu'il y avait plus de questions dans les interventions de certains des intervenants ce matin et que de réponses réellement. Donc il y a bien de grosses interrogations. Moi, je suis en tout cas curieux de connaître les réactions de Monsieur Grandval, qui est en quelque sorte appelé à la défense, vu les expressions qui ont pu être émises depuis ce matin. En tout cas, moi, j'ai à titre personnel le sentiment que nous sommes au début d'un processus, que l'innovation en la matière peut être porteuse d'avenir, que le souci de régulation, évidemment, que nous relayons ici au Parlement est évident, puisqu'à partir du moment où on parle de quelque chose de à l'égal ou de à l'écart ou de différent qui ne rentre pas dans le champ courant de la régulation, il y a bien sûr à s'interroger. Moi, j'ai 3 questions complémentaires, Monsieur le Président. La première sur les radars, puisqu'il a été question de radars tout à l'heure. En France, il y a 25 ans, 15 000 morts sur les routes par an. Aujourd'hui, c'est, je ne sais plus, 3 000. On peut penser que les radars ont contribué largement à changer les comportements des conducteurs. Et aujourd'hui, il y a des radars mobiles. On crée de l'insécurité pour chaque conducteur parce qu'il ne sait pas où le radar va se trouver finalement. Comment faire pour que votre comparaison tout à l'heure sur les radars puisse trouver à être concrétisée quant à la surveillance effective? Est-ce qu'il y a d'énormes efforts à faire pour nous qui avons à nous occuper aussi des finances publiques? C'est un souci que nous pouvons avoir. Est-ce que ça coûterait très cher d'installer des radars partout pour qu'on puisse mieux surveiller ces dispositifs? Deuxième question sur le fait de savoir s'il y a ou non un pilote dans le système Bitcoin. Existe-t-il un acteur, par exemple un Bitcoin Foundation aux États-Unis, qui
pourrait servir de référent aux autorités, au fond, d'où pourrait venir le regard centralisé. Je ne veux pas, Monsieur le Président, m'engager sur des comparaisons avec ce que vous avez pu dire tout à l'heure sur les surveillances qui viennent de ces autorités américaines, mais peut-être c'est une question tout de même sur laquelle il serait bon d'être éclairé. Et puis enfin, dernière chose, est-ce qu'au fond, on ne devrait pas rapidement donner à ces monnaies virtuelles un statut légal de manière à mieux pouvoir les réguler? Est-ce que ce n'est pas vers ça qu'il faudrait tendre rapidement pour une forme d'intégration dans la réalité régulatrice et également dans les évolutions de la législation? Est-ce que cette volonté de mieux intégrer le plus vite possible ne serait pas la bonne façon de procéder? Voilà, Monsieur le Président, quelques éléments complémentaires. Eh bien, ils sont fort importants et nos interlocuteurs vont nous aider à nous faire une conviction. On peut notamment se demander pourquoi l'Union européenne, qui est si féconde en réglementation de toute nature sur toutes sortes de produits et de services, n'est pas, mais peut-être est-elle, en train d'élaborer des règles du jeu. Madame Damarzit ne nous en a pas parlé. Donc, je vais passer la parole aux uns et aux autres. Moi, j'ai finalement un souci. Comment une chose aussi décentralisée peut-elle engendrer tous les jours un seul cours? C'est le fonctionnement du marché. C'est finalement cela qui m'intéresse. On a tous les jours un cours fixé comment, par qui, et qui est le même pour tous les acteurs de ce marché dans le monde, si j'ai bien compris. Ou si ce n'est pas ça, il faut nous l'expliquer. Est-ce que cela veut dire que les différentes plateformes sont connectées entre elles? Est-ce qu'il y a un référent, un grand architecte, quelque part? Non, ou un grand mécanicien, enfin je ne sais pas comment il faut l'appeler. Si l'on arrive à créer un cours unique tous les jours, cela doit bien vouloir dire qu'il y a un arbitrage d'une plateforme à une autre plateforme. Il y a des écarts de marché, il faut bien les réduire. Ça suppose d'intervenir avec des moyens, où sont ces moyens, etc., etc. Alors, nous en avons terminé avec les questions, du moins les nôtres, et je voudrais d'abord demander à M. Grandval bien vouloir réagir. Donc ensuite, M. le directeur scientifique, ensuite, si vous le voulez bien, peut-être Tracfin, douane, puis Banque de France, et puis naturellement État, Trésor, vers lequel on se tournera avec révérence. Alors, M. Grandval. Alors j'ai essayé de noter toutes les questions qui ont été posées, je vais tâcher d'y répondre. Rappelez-moi si j'oublie des éléments dans ma réponse. Tout d'abord, vous parliez du réseau Tor, de Silk Road, à propos de Bitcoin. Alors, petit point sur Tor. Tor est un système d'anonymisation du trafic sur Internet, qui est une technologie également. Et comme toute technologie, elle a des opportunités, elle a des risques. Elle a des opportunités pour un certain nombre d'utilisateurs dont la parole peut être bannie dans certains pays, pour des journalistes, pour ce type d'activité. Et effectivement, il peut y avoir des usages tels que Silk Road qui sont condamnables. Mais Tor est une technologie complètement déconnectée de Bitcoin. Ensuite, l'effet Silk Road est très intéressant puisque pendant très longtemps, et on continue encore en France de dire Bitcoin, l'assimiler essentiellement à Silk Road et à la drogue. L'investigation du FBI et le fait que Silk Road ait été fermé a entraîné une réaction intéressante du marché, un petit frémissement à la baisse du cours du Bitcoin, qui est censé être le symbole de la vitalité de Bitcoin, ce qui ne l'est pas. Et ensuite, un retour à des niveaux de cours comparables, voire supérieurs à ce précédent. Les études ont montré qu'il y avait probablement 1% des transactions Bitcoin qui concernaient le réseau Silk Road, dont on disait qu'il était le seul intérêt de Bitcoin. Donc force est de constater que non, Bitcoin n'est pas porté par Silk Road, n'est pas porté par des activités illégales, il est porté de plus en plus par des activités de marchands, enfin de commerçants, et principalement aux États-Unis, où plusieurs dizaines de milliers de marchands ont basculé, ou en tout cas se sont convertis à l'acceptation des paiements par Bitcoin.
Ce n'est pas le cas en France. On n'en a pas du tout cette image ici. Il faut réaliser ce qui se passe outre-Atlantique, des dizaines de milliers de marchands et tous les jours des milliers de marchands qui basculent sur Bitcoin. Donc c'est plus du tout une activité concentrée sur Silk Road et sur la drogue et sur le blanchiment. C'est une activité de paiement électronique qui effectivement peut trouver à ses limites des activités illégales contre lesquelles on a différents services ici qui sont tout à fait équipés normalement pour lutter. Et nous-mêmes, les assistons ou les aidons, si besoin, dans leur compréhension de Bitcoin, dans leur analyse technique, dans ce qu'on peut faire, dans la limite de nos compétences également. Mais j'encourage tous les services de l'État et tous les services d'ailleurs commerciaux, qu'ils soient bancaires ou autres, à investiguer cette technologie, à monter en compétences, parce qu'effectivement c'est une technologie complexe qui a été adoptée rapidement par des gens très malins et très intelligents, à des fins vertueuses ou moins, mais à nos services d'être également à la hauteur de ces enjeux technologiques. On ne peut pas les interdire, on ne peut pas les arrêter, on ne peut pas les désinventer. Ils sont là, et il faut conjuguer avec, et il faut en tirer le meilleur. En tout cas, c'est nous ce que nous tâchons d'en faire. Concernant le nombre de détenteurs de Bitcoin et le fait que les personnes étant présentes au démarrage du réseau ont pu accumuler des quantités de Bitcoin importantes, c'est tout à fait vrai. C'est un sujet qui choque un certain nombre de personnes et qui pour d'autres est tout à fait normal. Considérant que Bitcoin n'est pas une monnaie mais plutôt comme une part d'un réseau, je considère que les créateurs et les premiers développeurs et les premiers acteurs de ce réseau-là ont pris un risque, ont travaillé et ont donc gagné des Bitcoins de façon plus simple que les premiers. Mais finalement, si on rapporte ça à un autre élément de comparaison, on n'est pas choqué qu'un Mark Zuckerberg détienne des dizaines de milliards de dollars en valeur de sa société. Ça ne me choque pas, ni la fortune de Steve Jobs. Mais finalement, sur Bitcoin, et c'est un peu nouveau, ça ne choque personne dans le réseau Bitcoin que les créateurs, qui ont fourni un travail considérable et qui ont apporté une innovation majeure sur le marché, puissent avoir la rémunération, la contrepartie de leur rapport à l'économie numérique. Ils sont pardon ? Ou peut-être, ça on peut difficilement savoir. Mais alors, point intéressant. Le principe de leur rémunération, c'est une sorte de redevance, c'est un droit de propriété industrielle, c'est tout le principe intellectuel, c'est quoi ? C'est tout le principe un petit peu complexe de la création des bitcoins. Les bitcoins sont créés exclusivement en rémunération du travail réalisé par les processeurs du réseau. Donc les bitcoins ne sont créés que pour ceux qui collaborent au réseau bitcoin et qui assurent sa sécurité et la transmission des transactions électroniques. Donc les premiers possesseurs de bitcoin ont été les premiers opérateurs à véhiculer des transactions. Alors effectivement, lorsque le réseau est né et qu'il y avait quelques dizaines de transactions qui passaient tous les jours, il était extrêmement simple de gagner 50 bitcoins, comme on le disait, à peu près toutes les 10 minutes. Et puis, la complexité du réseau s'est accrue, le nombre de transactions également, et donc l'effort à faire pour gagner ces bitcoins est devenu de plus en plus important, et aujourd'hui, il y a une véritable compétition entre tous les processeurs du réseau qui est vertueuse, puisque c'est une compétition qui vise à sécuriser le réseau, et en même temps, elle est rémunérée par la création de Bitcoin. Voilà. Quand on a beaucoup de Bitcoins, on en fait quoi ? Comment est-ce qu'on liquide cette position ? C'est assez hybride et vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a aucune instruction qui est donnée à Bitcoin. Bitcoin, c'est un logiciel libre, donc ou bien vous les vendez, ou bien vous achetez des biens et services, ou bien vous les conservez, ou bien vous faites ce que vous voulez. De plus en plus, on disait au départ que c'était surtout un outil spéculatif, je n'utiliserai pas le mot d'épargne, hein, mais presque, où les gens faisaient un placement en Bitcoin en disant « moi je considère que la valeur de Bitcoin va augmenter, et donc je veux avoir des Bitcoins ». C'est légitime. La spéculation, elle existe a priori sur l'ensemble des marchés aujourd'hui et Bitcoin n'y échappe pas, comme tout ce qui a de la valeur. Mais de plus en plus, les usages vont se tourner vers le paiement. C'est ce à quoi on assiste aux États-Unis, où on parle de moins en moins de Bitcoin comme de la réserve de valeur. On arrête de se focaliser sur le cours qui augmente de plus ou moins 10% dans la journée, ou plus d'ailleurs, et on se focalise sur l'intérêt des marchands et le nombre grandissant de marchands. Est-ce qu'il y a des options sur les Bitcoins ? Est-ce qu'on peut prendre des positions ? Je crois qu'il existe des opérateurs qui commencent à travailler sur ce type de voilà qui est fort intéressant. Alors, Monsieur Cornu, oui, vous terminez s'il vous plaît. Pardon. Oui, s'il vous plaît. Oui. À traiter. Une question très intéressante sur le retard de la France. Effectivement, la France est en retard. Je pourrais tirer une certaine gloire du fait que Paymium soit la seule start-up Bitcoin en France, mais au contraire, j'en suis plutôt affligé.
Et il faut considérer donc les pays qui sont en avance. Les pays qui sont en avance, ce sont les États-Unis, l'Europe du Nord de façon générale, l'Allemagne en particulier, Israël et puis l'Asie. Ce sont des pays qui ont pris des positions très en avance sur Bitcoin. Toutes et leurs régulateurs ont tous émis le message que Bitcoin était une innovation technologique et à ce titre, qu'il était de leur devoir de l'accompagner. Pas forcément de l'encourager parce que Bitcoin a des risques. Comme je l'indiquais dans ma note, on est tout à fait conscient des risques et que peut comporter Bitcoin, mais surtout des opportunités. Et à ce titre, il faut l'accompagner, il faut voir comment ça fonctionne, il faut comprendre tout son fonctionnement de bout en bout, et ensuite avancer, pourquoi pas, dans des termes de régulation, parce qu'on a quelques idées en la matière qui seraient importantes. Il y a plein de choses à faire. Il est important, à ce titre, que la régulation, si elle a lieu, qu'elle soit liée aux activités bancaires ou fiscales, soit européenne. On a aujourd'hui, nous, des concurrents en Europe qui sont normalement tenus d'appliquer la même réglementation que nous, la même régulation, qui ne le font pas du tout, et qui ont des activités qui ont une croissance impressionnante par rapport à la nôtre, parce qu'ils fonctionnent en dehors de la réglementation que nous-mêmes avons, de notre propre fait, décidé de respecter de façon extrême quasiment. Et donc, je m'étonne aujourd'hui qu'en Europe, des banques européennes soumises aux mêmes réglementations et des États européens laissent faire des activités aux frontières de l'Europe en distorsion complète de la concurrence à laquelle nous sommes confrontés. Donc, si, et nous l'encourageons, une régulation de ces activités devait avoir lieu, il faut à tout prix qu'elle soit européenne, tant au niveau fiscal qu'au niveau bancaire. Sinon, c'est assurément la fin de la France dans notre domaine et l'activité s'exercera ailleurs. Aujourd'hui, elle a lieu ailleurs, elle n'a pas lieu en France. Hein. Il y a très peu de volume en France. La France ne risque rien. Mais elle risque tout. Elle risque tout parce que tout se passe ailleurs. Internet n'a pas de frontières et dans ce domaine-là, les gens l'ont très bien compris. Donc il faut que la France ait une position innovante en la matière pour pouvoir capter des compétences et des activités sur ce domaine du paiement électronique, parce que c'est un domaine qui est nouveau, générateur d'emplois et d'activités dans le domaine du paiement électronique, du commerce électronique. La création monétaire, je l'ai vaguement abordé tout à l'heure. Sur le nombre de mineurs et sur la taxation, alors la taxation, je laisserai ce sujet aux personnalités compétentes. Sur le nombre de mineurs, c'était vous qui posiez la question ? Oui. Alors, je crois qu'on estime à peu près à plus de 100 000 le nombre de processeurs sur le réseau. Moi, je n'ai pas les chiffres exacts. Je ne sais pas si mes associés ont une... Non, c'est à peu près ça. Donc environ 100 000 processeurs sur le réseau qui sont souvent regroupés dans ce qu'on appelle des pools de minage, c'est-à-dire que les processeurs se mettent ensemble pour réussir à capter un peu de création de valeur. Et ce réseau à la fois se densifie en volume, mais en valeur également, dans le sens où la puissance de calcul du réseau augmente elle-même de jour en jour. À ce titre, une industrie hardware s'est créée autour des outils de vérification des transactions Bitcoin. Il y a une industrie nouvelle qui est née avec des systèmes informatiques hardware, des composants informatiques qui ont pour vocation de traiter et de sécuriser les transactions du réseau Bitcoin. Donc c'est vraiment une nouvelle économie qui est née. Sur les pilotes dans le système, sur le statut légal et sur la régulation, pilote dans le système, il existe aux États-Unis une fondation Bitcoin qui représente, en tout cas qui est une voix d'un certain nombre d'acteurs de l'économie Bitcoin. Nous avons pour volonté de créer une association Bitcoin Europe. En France, ça serait trop facile, il n'y aurait que nous aujourd'hui. En tout cas, une association Bitcoin Europe, c'est en préparation par Parpemium avec d'autres prestataires européens. Quant à la régulation et au statut légal, oui, le statut légal est important. En tout cas, une position telle que l'a fait l'Allemagne serait assez rassurante pour l'ensemble des acteurs. Nous, on côtoie tous les jours des entrepreneurs français et étrangers qui nous disent « je ne peux pas le faire en France, c'est quoi le statut en France ? Je vais aller le faire en Allemagne, c'est beaucoup plus simple, ils ont pris une position. Je vais le faire aux États-Unis, c'est simple, tous les régulateurs se sont exprimés.
Je vais le faire à Singapour, c'est simple, ils sont exprimés. Alors effectivement, je ne vais peut-être pas le faire en Chine et en Thaïlande, mais a priori, ce n'est pas non plus les deux pays que je vise en premier. Donc oui, en Allemagne, aujourd'hui, c'est plus simple. Aux Pays-Bas, c'est également plus simple. Les régulateurs ont pris des positions assez claires, ouvertes, officielles sur Bitcoin et sur le fait qu'ils allaient accompagner le développement. Donc c'est important. Et sur la régulation, nous-mêmes, en étant au cœur du système, nous avons des idées et des propositions à faire en matière de régulation de nos activités et de ce qui peut l'être. La régulation, d'un point de vue très positif, pour moi en tant que société, je la prends comme un soutien et une assurance dans mon activité. Aujourd'hui, personne ne veut assurer mon activité. Personne. Volontiers, demain, je demanderai à une institution, à la Banque de France, de vouloir de lui confier une partie de la gestion une partie des dépôts de mes clients en réserve, en disant tenez, je vous les donne et c'est vous qui en assurez la sécurité. Je serais tout à fait partant. C'est des points de régulation qui sont très importants parce que justement on évoque les difficultés ou les risques liés au piratage informatique. S'il y a en France des organismes qui sont en mesure et qui ont les moyens d'assurer des données numériques de façon tout à fait garantie pour la protection des consommateurs, je vous assure que des acteurs comme nous signons tout de suite et applaudiront cette démarche. Et on peut imaginer que ce soit moyennant une honnête redevance pour service rendu. Hein. Absolument. Oui, c'est une activité dont certains ont fait, en font la commercialisation en disant nous vous assurons du stockage de vos bitcoins chez nous contre telle redevance. C'est une activité extrêmement risquée, extrêmement complexe. C'est technique, donc il faut accepter de rentrer dedans. Et ça demande... Intéressant. Enfin, ce qui est intéressant dans les propos de M. Granval, c'est qu'apparemment, il est en attente de régulation. Et qui nous dit que la régulation est un élément de compétitivité du territoire français. Absolument. Donc c'est un point qui, pour la Commission des finances, est tout à fait utile. Si la France agit avec une régulation adaptée à Bitcoin, la France peut devenir un territoire intéressant pour les entrepreneurs et pour les activités liées au paiement électronique de demain. Mais elle peut aussi rapidement en faire un territoire que vont déserter les entrepreneurs et les acteurs de l'économie du paiement. Comme vous le citiez tout à l'heure, PayPal est un train qui est passé, que tout le monde a regardé passer, les banques les premières, souvent en le critiquant, et qui est allé s'installer ailleurs. Aujourd'hui, les banques essaient de rattraper le retard, mais avec 13 ans de retard, c'est trop tard. Merci beaucoup de ces éléments que vous nous apportez et qui, je l'espère, auront des suites concrètes. Monsieur Cornu, alors, vous avez entendu l'ensemble des questions. Les sujets peuvent sans doute se rassembler avec cohérence. Oui, absolument. Donc, certaines questions, effectivement, sont liées. Je vais y répondre sur certaines plus ou moins rapidement, suivant mes propres domaines de compétences, pour ne pas sortir de mon domaine. Mais en même temps, ça va me permettre de faire quelques distinctions qui me semblent très utiles pour mieux comprendre et pas mélanger dans la même boîte un certain nombre de choses. Donc, on va essayer de débobiner un petit peu tout ça. Tout d'abord, la centralisation de Bitcoin. 12 millions de Bitcoin aujourd'hui, 100 000 processeurs, comme vous dites. Ça ne veut pas dire 100 000 utilisateurs, puisque une petite technique, comme je vais vous le détailler tout à l'heure, puisque c'est le nombre de fois où aléatoirement je suis choisi une fois sur 100 000 que je vais être rémunéré par une création de Bitcoin. Donc si au lieu d'avoir un processeur, j'ai 1000 machines, eh bien je vais pouvoir gagner plus de Bitcoin sans avoir dépensé plus au départ. Donc une petite technique, c'est mettez 1000 ordinateurs dans une salle et ça sera plus rigolo, vous ne serez pas le premier. Donc ça veut dire que le nombre d'utilisateurs est un peu difficile à savoir. Du coup, j'élude aussi un peu la question des mineurs parce que par définition, eh bien, je ne connais pas les personnes qui font des transactions à l'intérieur des bitcoins. La transaction est visible, les personnes ne le sont pas. Je ne peux connaître les personnes, à condition évidemment de régulation, que celles qui vont changer les bitcoins en argent. Et donc, si j'achète des choses à l'intérieur, je peux rester mineur et être invisible du système. Si par contre, à un moment donné, cet argent-là, je vais le transformer en euros pour faire d'autres achats, non plus en bitcoin mais en euros, eh bien à ce moment-là, on peut imaginer avec une régulation adaptée. C'est ce qui s'est passé, si j'ai bien compris, dans la collaboration qu'il y a eu entre Paymium et les douanes par rapport au problème de fraude. Donc il faut bien distinguer le passage de Bitcoin vers l'extérieur, qui lui peut être facilement régulé. Et ça me permet d'ailleurs de vous dire que les radars, c'est
plus facile à mettre là. Par contre, à l'intérieur de Bitcoin, eh bien, vous avez des radars avec des transactions sur lesquelles, en fait, vous ne voyez pas les voitures. Donc, on a une petite difficulté quand même, c'est que je peux vous dire qu'elle est passée à 220, mais je n'ai pas la plaque d'immatriculation. Donc, effectivement, je peux mettre des radars entre Bitcoin et le reste du monde. Par contre, il ne s'agit pas d'un compte en banque, il s'agit d'un endroit où se font en même temps des échanges entre les personnes, échanges commerciaux, légaux ou illégaux. Donc, voilà un peu pour distinguer bien. La première distinction que je voulais faire, c'est entre, si je parle de Bitcoin, entre Bitcoin à l'intérieur, avec des échanges, et Bitcoin avec le reste du monde. Excusez-moi, je voudrais juste apporter une précision. C'est en partie vrai, mais il existe aujourd'hui des outils qui permettent d'analyser le trafic de transactions, enfin les transactions sur le réseau Bitcoin, qui permettent, mais ce sont des outils qui sont lourds à mettre en place et qui nécessitent des investigations profondes, mais qui permettent de remonter d'une transaction Bitcoin à une adresse IP selon certaines caractéristiques. C'est compliqué, c'est pas tout à fait au point comme technique et ça demande des efforts majeurs, mais ce n'est pas impossible. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ce n'est pas impossible. Donc, à n'en pas douter, là aussi, les États-Unis mettent sûrement les moyens pour réussir à créer des outils qui vont permettre de tracer beaucoup mieux les transactions Bitcoin. Donc, Merci beaucoup de cette précision, Monsieur Cornu. Voilà. Donc, il s'agit bien, donc, non pas d'une question, mais de deux questions différentes, dont l'une est, je dirais, totalement de votre domaine de façon totalement classique, et l'autre est un peu plus technologique et un peu plus complexe. L'autre aspect là-dessus, la place de la France. Alors, en fait, il faut distinguer si la place de la France en termes d'institution ou en termes aussi de fonctionnement. Et là-dessus, je crois qu'il faut bien distinguer Bitcoin de l'ensemble des monnaies, y compris des nouvelles monnaies, alors je vais appeler virtuelles et décentralisées. Il se trouve qu'en parallèle de Bitcoin, un autre projet initié par la France, ou par un Français, s'appelle OpenUDC. C'est un projet qui est basé sur la théorie relative de la monnaie, donc une théorie monétaire qui a été développée d'ailleurs aussi également en France en partie, et sur lequel eh bien, la création monétaire est légèrement différente, avec un mécanisme qui pourrait sembler décentralisé, identique, etc. Et il y a deux petites distinctions que je vais faire en répondant à deux autres questions. Donc j'essaye de mixer vos questions par rapport à ça. La première, c'est le mécanisme de création monétaire dans Bitcoin. On disait tout à l'heure 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais on considère que l'état d'un calculateur aujourd'hui permet en 10 minutes de faire un certain nombre de calculs. Évidemment, au fur et à mesure des années, il va falloir faire un calcul plus complexe pour que ça dure à peu près 10 minutes. Donc, on va dire à peu près 10 minutes égale 50 bitcoins pendant les 4 premières années. Donc, en gros, 2,6 millions de bitcoins par an. Ces bitcoins, ils sont affectés à qui? À toute personne qui crée un compte. Vous pouvez créer un compte et puis dépenser 3 fois rien. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'euros. Et une fois tous les... par hasard, eh bien, c'est vous qui allez justifier un ensemble de transactions. Ce n'est pas chaque transaction, mais un paquet de transactions. Et vous êtes rémunéré par une création monétaire de 50 bitcoins il y a encore ces 4 premières années et 25 bitcoins maintenant. Donc si je calcule bien, aujourd'hui, 2,6 millions fois 4 ans, ça fait 10 millions, 10 millions 5 à peu près. 10 millions 5, l'année 2, la deuxième facette de 4 années, ça fait 5 millions et des poussières. Et puis on redivise par 2, etc. Et donc on sait qu'à la fin, eh bien, on va à peu près arriver à 21, on va arriver même précisément à 21 millions de bitcoins. Ça, c'est un mécanisme monétaire spécifique à Bitcoin. L'autre mécanisme, par exemple sur l'OpenUDC, se base non plus sur la puissance de calcul de votre machine, mais sur un système de dividende universel. C'est-à-dire que chaque personne étant dans un système de type OpenUDC reçoit, une fois par mois, une fois par semaine, vous pouvez choisir, eh bien, une certaine part de la création monétaire, point final. Et donc, on va avoir des mécanismes un peu différents. Ce qui m'amène à un élément qui me semble particulièrement important, c'est que actuellement, eh bien, quand on parle de rareté et de choses comme ça, il faut bien distinguer le protocole. Alors un protocole, c'est quelque chose qui peut être libre. D'ailleurs, c'est publié. J'ai analysé une partie du code Bitcoin pour pouvoir répondre à vos questions aujourd'hui. Donc c'est un peu technique, mais ça se fait. Et puis c'est en fait derrière des choix. Mais il y a le paramétrage de ces protocoles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le code, il est libre. Il est visible par tout le monde. Il est actuellement mis en œuvre dans un logiciel que vous téléchargez quand vous voulez avoir des bitcoins. Les choix initiaux qui ont permis de donner à Bitcoin ces paramétrages, et c'est là-dessus évidemment que l'on peut avoir des aspects intéressants ou non, par qui ils sont faits. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que sur Bitcoin, ils sont faits par une personne
anonyme actuellement au départ, dont on ne sait pas d'ailleurs si c'est un ensemble de personnes ou une personne, c'est un nom japonais, qui se présente comme un japonais de, je ne sais plus quel âge d'ailleurs, enfin bref, et c'est à peu près tout ce qu'on en sait, avec cette personne-là qui s'est retirée après. Alors évidemment, elle n'a pas de rémunération directe, de droits, etc. Par contre, les premiers bitcoins qui ont été échangés, le Genesis, comme on l'appelle, le premier paquet de transactions, eh bien, c'était avec lui, peut-être quelques-uns de ses copains, ou peut-être ce consortium. Et évidemment, il n'a pas besoin d'être rémunéré, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il y a un avantage aux early adopters, comme on dit, c'est-à-dire aux premiers arrivants. Donc, je dirais, aujourd'hui, on résout le problème comme ça de rémunération de ce travail-là, simplement par ce système-là. La seule chose, c'est qu'effectivement, Bitcoin, c'est non seulement un protocole, mais des paramétrages de ce protocole. Sur OpenUDC, en fait, aujourd'hui, on est à un stade un peu moins avancé sur lequel il y a un protocole qui se met en place, je crois qu'on est à la version 0.8, et sur lequel, en fait, vous pouvez développer des monnaies, donc des paramétrages de ce protocole, qui vont avoir des caractéristiques différentes. Certaines communes, comme je le disais, la création monétaire n'est pas exactement la même que sur Bitcoin, et certaines, eh bien, vous pouvez choisir si vous rémunérez les gens par une création de un truc, appelons-le le truc, tous les mois, toutes les semaines, ou 10, ou ce que vous voulez, et vous pouvez choisir ou non si c'est convertible ou non dans d'autres monnaies. Donc, c'est pour ça qu'il me semble très important de bien distinguer les monnaies ou les mécanismes monétaires, pour être plus précis, puisqu'on voit bien que ce n'est pas tout à fait des monnaies, des protocoles qui les permettent. Les protocoles eux-mêmes peuvent être biaisés, effectivement. Là, le fait d'avoir des logiciels libres dans tous ces nouveaux systèmes, et y compris d'ailleurs dans les échanges de sel dont je parlais, les échanges de monnaie, vous avez des systèmes comme Open Money. La France est d'ailleurs active aussi dans Flowplace, par exemple, dans ces systèmes-là. C'est en général des choses qui sont assez transparentes. Ce qui est intéressant, c'est que si c'est transparent, allez regarder les paramétrages de ces monnaies pour savoir celle qui, à un moment donné, vous semble devoir rentrer dans un système qui vous convient ou dans un système où, effectivement, ça nécessite régulation. Donc, je dirais que les radars, eh bien, si on ne sait pas les mettre sur les transactions, il faut peut-être aussi les mettre sur les paramétrages, avec quel paramétrage vous semble acceptable et quel paramétrage ne vous semble pas acceptable. Donc, ça veut dire qu'en synthèse un peu par rapport au statut légal, par rapport à tous ces aspects-là, la centralisation, alors quel est le grand architecte, je dirais, de Bitcoin, pour repartir de Bitcoin? Eh bien, le logiciel, le protocole a été fait à peu près partout, très bien, mais ce paramétrage, il a été fait une fois pour toutes. Donc, c'est un peu comme si c'était un dieu ou un grand architecte qui est devenu et s'est éloigné du système, ou du moins de sa gouvernance, puisqu'il n'y a plus besoin de gouvernance. La gouvernance est a priori dans le code du système. Comme le disait Laurence Lessig, finalement, ils ont mis de la liberté dans le code. Ils parlaient d'Internet à l'époque. Et donc, ça veut dire que le système même, l'architecture même, que ce soit d'Internet ou d'une monnaie, eh bien, va permettre de la liberté, des opportunités, des contraintes, des difficultés. Et donc, ça veut dire que la compréhension, non pas de la technique, et je pense que vous n'avez pas à être des spécialistes techniques. Par contre, vous avez besoin d'être des spécialistes en architecture. L'architecture, c'est ce qui fait que, par exemple, à Paris, quand on a augmenté la taille des rues, eh bien, il ne s'agit pas d'être un spécialiste de comment on construit un bâtiment pour comprendre que c'est plus difficile de faire des barricades. Et donc, évidemment, on a architecturé la société. Donc, voilà un peu les éléments que je voulais vous passer. Haussmann a procédé à une régulation efficace. Donc, 3 choses, juste pour terminer. Il faut bien distinguer Bitcoin à l'intérieur, ce qui s'y passe, son préfet de police, et Bitcoin en tant qu'intermédiaire avec d'autres monnaies, dont les places de marché, justement, peuvent être des éléments. Et je rejoins totalement M. Granval en disant ça peut être un élément extrêmement positif, la régulation de ces places de marché. Ce que j'entends, effectivement, sur les réflexions me semble bien. Deuxième chose, distinguer bien Bitcoin d'autres types de monnaies, parce que les paramétrages ne sont pas les mêmes, et donc les réponses que vous pourrez avoir pourront différer d'un système à l'autre. Donc, laissons faire. Et à quel moment il faut pouvoir mettre un statut légal? Eh bien, je dirais, il faut trouver, le problème n'est pas le statut légal, mais le quand. Quand? Parce que si vous légiférez trop rapidement, vous empêchez l'innovation. Si vous légiférez trop tard, le système est passé à l'échelle, et là, vous avez évidemment un problème. Alors, c'est une question extrêmement complexe, parce que la vitesse à laquelle on passe d'une innovation à quelque chose qui commence à prendre une certaine ampleur, exemple Bitcoin, eh bien, est rapide. Donc, à vous, effectivement, de savoir exactement le quand de façon très réactive. Je vous remercie. Merci beaucoup de ce conseil avisé, cher monsieur. Et vous vouliez réagir un mot, monsieur Granval, just one word only.
Je vous remercie de me redonner la parole. J'avais deux choses à dire. La première, c'est qu'il était, effectivement, comme le disait Monsieur Cornu, le code et les paramétrages de Bitcoin sont figés. Et c'est une valeur extrêmement importante pour toute la communauté Bitcoin, le fait que, justement, on ne puisse plus changer un quelconque paramètre du réseau Bitcoin. C'est ce qui fait les dérives de tous les systèmes. On a bien compris cet aspect. Deuxième chose, par rapport au... est remonté sur son Olympe. Par rapport aux adresses et aux bitcoins qui sont détenus en grande quantité par un nombre réduit de personnes. Il est intéressant avec le fait que toutes les données bitcoin sont publiques, que chacun puisse donc surveiller l'ensemble de ces adresses. L'exemple le plus frappant aujourd'hui, c'est l'adresse détenue par le FBI. Le FBI détient une centaine de milliers de bitcoins, c'est considérable. Mais aujourd'hui, le monde entier a les yeux rivés sur cette adresse. Et donc chacun sera en mesure de dire à quel moment le moindre bitcoin va sortir de cette adresse pour aller ailleurs. Donc si le FBI décide d'opérer des actions, de perturber le marché en vendant des bitcoins ou en faisant autre chose, on le saura immédiatement. Les adresses qui sont censées appartenir aux créateurs de bitcoin, s'il y en a un ou au pluriel créateur de bitcoin, sont également surveillées, sont des adresses majeures que chacun scrute avec attention et dont on pense a priori que les possesseurs ne les utiliseront pas parce qu'à partir du moment où ils l'utilisent, justement, comme le système n'est pas du tout anonyme, on pourra tracer la transaction et pouvoir revenir à une personne identifiée. Donc vraisemblablement, ces adresses sont là pour l'éternité. Merci beaucoup. Alors, monsieur le directeur des enquêtes douanières, est-ce que votre direction, votre administration possède toujours de ces choses, a donc une adresse, sans doute à plus faible échelle, mais comme le FBI, et de manière plus générale, avez-vous des réactions par rapport à toutes les questions posées par nos collègues ? Oui, on en possède toujours. Je me tourne vers Luc. Je pense qu'on peut vous en céder, Monsieur le Président, si vous le souhaitez, un petit peu de Bitcoin. Oui, je pense que c'est possible. En peer-to-peer. On demandera à la questure si on a le droit. Voilà. J'avoue que nous, on ne s'est pas posé la question de si on avait le droit. Voilà. Et évidemment, ce sont des quantités, ça se compte en unités, puisque sur l'opération que nous avons réalisée, c'est 0, quelque chose Bitcoin pour acheter une petite quantité de stupéfiants. Depuis au moins 1945, la douane accompagne ce mouvement de libération des échanges. Je pense qu'on est là dans un mouvement de libération des échanges et de création d'un système moderne. Nous n'entrons pas dans la régulation. Nous appliquerons en fonction des éléments de régulation qui seront créés et qui seront imposés, et nous nous y intéresserons. Ce que nous prenons en compte, comme je disais tout à l'heure, c'est les échanges de marchandises, et c'est à partir de la marchandise que nous entrons. Alors, c'est très important qu'il y ait des entreprises, et qu'il y en ait d'autres peut-être comme Pemium. C'est important aussi que l'attitude telle que vient de la décrire M. Grandval soit celle des personnes ou des sociétés par lesquelles nous pouvons entrer dans le système, car je crois que tout le monde a bien expliqué ce matin qu'on ne peut pas entrer dans le système ni par hasard, ni en traquant quelque chose sur le système lui-même, puisque par définition, Tor ou autre chose, mais notamment Tor, est fait pour l'anonymisation. Donc pour nous, ce qui est important, c'est la manière dont nous allons pouvoir entrer, c'est-à-dire découvrir une cible. Une fois que nous avons la cible, après, globalement, nous savons ou nous saurons la traquer. Voilà. D'où l'intérêt de ces intermédiaires. Après, quant au statut des intermédiaires, on est beaucoup plus pragmatique à ce stade. Voilà. Mais simplement, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on peut lutter contre le développement de ce système qui, globalement, passe pas mal dans l'esprit de beaucoup de gens, que ce soit des entreprises ou des gens du privé. Merci beaucoup. Cet avis est-il partagé par TracFin, monsieur le directeur ? Si vous voulez, moi, je vais encore jouer le rôle du grognon. C'est un tout petit peu l'avantage, c'est que nous suivons finalement ce phénomène depuis 3 ans. Donc, il y a 3 ans, quand on a commencé à s'y intéresser, on nous reprochait de traiter d'un problème qui n'existait pas. Aujourd'hui, on nous reproche un petit peu parfois d'être en retard. Donc, c'est pas grave. On continue à essayer d'avoir une certaine analyse stratégique sur la question. Moi, je voudrais revenir un peu toujours sur les distinguos. On a le sujet du Bitcoin et on a les autres. Je crois qu'il faut vraiment distinguer le sujet. Et sur le sujet du Bitcoin, pour être paradoxal, alors nous essayons de faire tourner nos différents capteurs. De toute nature, je ne m'étendrai pas sur les différents capteurs, un certain nombre de données étant classifiées, je ne m'étendrai pas là-dessus. Bon, néanmoins, sur le sujet du Bitcoin, paradoxalement, c'est celui qui, finalement, au vu des évolutions présentes,
nous paraît finalement le moins inquiétant parce qu'on a quelque chose qui par construction est une monnaie hyper déflationniste en l'état actuel des choses, puisque par Il y a une masse globale. Puisqu'on a une masse globale finie et que nous avons un nombre d'utilisateurs qui tente à s'accroître, donc on a une valeur qui croît extrêmement rapidement. Alors, outre une hypervolatilité, mais quand même une hypervolatilité avec une tendance très forte à la hausse, des fluctuations qui ont varié de 10, 30, 40, 50% dans la journée, si vous voulez. Donc ça rend quand même, en termes d'unité de transactionnel, quelque chose quand même pas très aisé. Il faut quand même quelques minutes pour utiliser un bitcoin. Je vais rentrer dans le détail, on a quelques raisons de le savoir. Et le simple fait, entre le moment où j'aurais décidé d'acheter une baguette de pain en bitcoin et le moment où je l'aurais payé, la valeur de mon bitcoin aura pu changer du simple au double. Donc si vous voulez, en l'état actuel des choses, on se retrouve un peu dans la situation en sens inverse, si je puis dire, de l'allemand de la période de Reichsmark qui se promenait avec ça, qui ne savait pas s'il fallait prendre une brouette ou un billet de Reichsmark pour payer. Donc paradoxalement, si vous voulez, on se retrouve dans une situation où on est, toute proportion gardée, pardon, on parle d'innovation, mais on va faire un peu d'historique, hein, on est en 1637 au moment de la spéculation des tulipes. On peut toujours décider qu'un bulbe de tulipe vaut 100 000 florins. À un moment donné, je dirais, les dispositifs, alors je ne sais pas ce que sera l'avenir, est-ce qu'on aura un crack du bitcoin comme on a eu un crack des tulipes, je n'en sais rien. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, en tant que monnaie transactionnelle aujourd'hui, ça rend quand même difficile les choses. Cela étant, puisque on nous dit effectivement que la monnaie, que son usage transactionnel s'accroît, dont acte, on ne partage pas forcément exactement la même analyse, mais ça, on sera là-dessus, on ne va pas discuter. En toute hypothèse, ce qui est clair, c'est qu'il s'accroît toujours dans des conditions allégales. Je ne suis pas totalement sûr que la DGFiP soit submergée de déclarations de transactions en Bitcoin, de déclarations de TVA en Bitcoin, de déclarations de plus-value, ce qui pose de toute façon un problème majeur. C'est certes, on a un phénomène qui s'accroît, mais on a un phénomène qui, à certains points de vue, est un phénomène, et là je changerai le A en I, qui est illégal, puisqu'il s'inscrit clairement actuellement dans une situation d'éludation des droits fiscaux, ce qui pose de toute façon un problème de droit fiscal à tout le moins. On embête beaucoup, vous savez qu'on cherche beaucoup actuellement pour différentes raisons les détentions d'avoirs non déclarés. On a une vraie situation, on a les problématiques ISF, je ne reviens pas sur tous ces sujets-là. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, pour le Bitcoin, actuellement, et ça peut tout à fait changer demain, hein, il faut être très prudent, mais actuellement, il nous semble que les phénomènes erratiques, spéculatifs, liés d'ailleurs aux différentes régulations diverses dans le monde, rendent finalement cette monnaie moins une monnaie de transaction, je vais me faire gronder si j'emploie le terme monnaie, mais enfin, moins une unité de transaction qu'une unité finalement de réserve, ce qui soulève des tas de questions, mais qui pour nous, en termes d'utilisation, finalement, tente à réduire un peu le risque. Ce qui n'est clairement pas le cas des autres monnaies virtuelles, qui, elles, peuvent se trouver dans des situations totalement différentes. Dans le cas du fameux site Silk Road, il faut se rappeler que la principale monnaie n'était pas le Bitcoin, mais le Liberty Reserve, qui était une autre unité de compte. Et des unités de compte, il y en a dans tous les sens. Et elles peuvent présenter une bien plus grande stabilité et donc une bien plus grande maniabilité pour un cadre transactionnel qui, lui, encore une fois, et là je ne reviens pas dessus, ça a été largement dit, est totalement opaque, sauf à ce que j'appellerais le carrefour, pour reprendre, on a parlé de radars. Où faut-il placer les radars? Les radars, à ce stade, je ne sais pas les placer dans le réseau. En revanche, je peux les placer, ça a été dit, sur les carrefours. Et là, il y a peut-être une question à se poser, sous réserve quand même, sous réserve qu'il existe durablement des carrefours. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si un jour, nous n'aurons pas un autre système totalement parallèle, qui, à la limite, fonctionnera totalement en Bitcoin, en Liberty Reserve, que sais-je, enfin, Liberty Reserve, feu Liberty Reserve, auquel cas, il faudra se poser d'autres questions, parce que nous n'aurons plus de carrefour. Donc là, c'est une autre question. Voilà globalement où nous en sommes à ce stade. Nous essayons de regarder ce qu'il y a à faire. Il est clair qu'il y a un besoin de régulation. Ça me paraît très net. On a mis des très gros efforts au cours des dernières années sur la régulation de manière générale, de la création monétaire, de la régulation. Je ne partage pas complètement l'avis qui a été évoqué tout à l'heure. On ne peut pas totalement comparer le dispositif au shadow banking, parce que le shadow banking reste quand même s'inscrit dans un cadre. Là, on est complètement dans une boîte noire, dans tous ses fondements. Donc, on a un besoin de régulation. La question ensuite, mais elle a été évoquée par Mme Damarzy, c'est de savoir si la régulation elle-même ne fera pas perdre son intérêt au dispositif. Parce que, évidemment, à partir du moment où il y a une régulation, on le légitime, mais on lui crée aussi des coûts supplémentaires. Et là, on pourra s'interroger de savoir si la régulation n'aura pas... Alors, quelles seront les conséquences? Mais il y a, de toute façon, ça je crois qu'on peut tous se rejoindre là-dessus, un vrai besoin de régulation du dispositif.
je passe à une question quand même essentielle qui ne remet pas en cause l'intérêt de la régulation. C'est évidemment, la régulation est nécessaire. Le respect de la régulation sera extrêmement difficile à contrôler compte tenu de la nature même des dispositifs, de l'extraterritorialité d'un certain nombre d'acteurs et de la difficulté que l'on a à intervenir sur ce réseau. Alors, M. Grandval, une réaction, un mot seulement, s'il vous plaît, un mot. Régulation, encore une fois, européenne. Mais on a compris ça, on l'a déjà traité. Il faut le répéter parce que ce sont les Non, mais c'est pas la peine, vous savez. Bon, on est vieux, mais malgré tout, on comprend ce qu'on nous dit et il y a le compte-rendu. Non, c'est pas la peine de répéter plusieurs fois. Ensuite, quand on parle des tulipes et de cette comparaison des bitcoins et des tulipes avec la volatilité, c'est ne pas savoir ce qu'est Bitcoin et le sous-jacent de Bitcoin, qui est un réseau de transactions. D'accord, mais on a compris ça. Ça, vous l'avez déjà dit. Il faut vous l'avez déjà dit. Donc, bon, merci beaucoup. Donc, monsieur le directeur de la Banque de France, finalement, une chose de ce genre qui est déflationniste, finalement, ça devrait plutôt vous plaire, vous, la Banque de France. Hein, une quasi-monnaie qui est déflationniste. Ça devrait servir les objectifs de la politique monétaire, non ? Je ne crois pas que l'objectif soit la déflation, mais je pense que il y a des... Il n'y a pas de risque d'inflation. Oui, il doit y avoir une symétrie dans la gestion des risques d'inflation et de déflation. Mais si vous m'autorisez, Monsieur le Président, je voudrais juste faire 2 commentaires en essayant de répondre ou d'apporter une contribution aux réponses à 2 questions qui ont été posées. La première... par Monsieur le sénateur Young sur les raisons pour lesquelles, ou la perception que la France est peu active en matière d'innovation. Je voudrais simplement, du poste d'observation, en tout cas qui est celui de la Banque de France ou d'une banque centrale, on n'a pas exactement la même perception. Je pense que d'ailleurs tous les exemples qu'a donné Monsieur Cornu montre qu'il y a une dynamique importante. Elle ne porte pas forcément sur le segment sur lequel est positionné le Bitcoin pour parler de ce type d'innovation. Et en outre, au niveau européen, pour tout ce qui est promotion des nouvelles technologies dans les systèmes de paiement et de nouveaux systèmes de paiement, de façon générale, c'est une préoccupation européenne. Après le projet SEPA, il y a le projet e-SEPA, qui est en discussion. Et il y a des initiatives qui sont prises dans cette perspective-là. Et je voudrais aussi signaler que l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement a une veille technologique et publie tous les ans le résultat de ses travaux. Et vous pouvez avoir des illustrations, des innovations qui sont prises par les acteurs français en particulier. Mon deuxième commentaire porte sur la demande de régulation qui a été exprimée pour faire 2 observations. Le cadre aujourd'hui qui a été établi par le législateur est un cadre qui est proportionné à l'importance de l'utilisation des moyens de paiement en matière d'exigence. C'est une de ses caractéristiques. La deuxième caractéristique, c'est que les moyens de paiement et la monnaie sont considérés comme un actif qui a des attributs tels que pour promouvoir la concurrence, c'est un objectif. Il y a une dimension sur laquelle la concurrence, en tout cas, est limitée, c'est la sécurité. Et je pense que c'est une des questions que vous mettiez en exergue, Monsieur le rapporteur général, l'intérêt du Bitcoin en termes de coût de transaction. Il ne faut pas, il se diffuse certainement, ces utilisations se développent grâce à cet attribut, mais le revers de la médaille, ce sont les sujets de préoccupation en matière de sécurité. Le cadre de régulation qui est en place, que vous avez instauré, a contribué à faire que dès lors qu'un instrument de paiement se développe suffisamment, il remplisse des exigences minimum de sécurité. Je pense que c'est l'enjeu pour l'intégration d'innovation en termes de monnaie virtuelle comme le Bitcoin et d'autres. Et de ce point de vue-là, si l'on réfléchit aux modalités d'intégration du Bitcoin, je pense que c'est un point très important qui a été souligné. C'est le point, en tout cas, qui existe aujourd'hui, ce sont les plateformes de conversion entre l'univers du Bitcoin et l'univers de la monnaie régulée. La monnaie qui a cours légal émise par les banques centrales et les monnaies émises par les institutions régulées, les institutions financières qui sont liées à la monnaie centrale. Je pense que c'est
en termes d'application de la réglementation un point important qui mériterait sans doute, et c'est un point qu'on a souligné dans le focus, la publication qu'a faite la banque il y a quelques mois, mérite peut-être au niveau européen d'être réaffirmé que dès lors qu'on procède à ces activités de conversion, il faut un statut, c'est une activité de prestation de services de paiement. L'autre aspect important en matière de régulation, une des dimensions, c'est la transparence sur les risques, et donc je termine sur le point qui était mon premier point dans mon propos. Je pense que dès lors qu'on veut parler de monnaie et qu'on communique vis-à-vis des utilisateurs en disant c'est de la monnaie, je pense qu'il faut faire très attention à la portée de la communication. La monnaie a des attributs. Ça, vous nous l'avez déjà dit, Monsieur le Directeur. J'en conclus. Voilà. Je m'arrête là. Merci parfait. beaucoup, Monsieur le Président. Beaucoup. Alors, Madame le chef de service, donc à vous à nouveau d'intervenir en synthèse. Bon, je crois qu'on pourrait être assez tenté de notre côté par un peu de travail normatif. Bon, il serait utile de savoir ce qui est éventuellement en train de se préparer au sein de la Commission, de l'Union européenne. Enfin, il serait quand même surprenant que cette machine à normaliser n'ait pas abordé ce sujet. Là, ce serait effectivement assez surprenant pour une problématique qui est par définition problématique transfrontière et donc notamment communautaire. Alors, est-ce que vous êtes informé de démarches de réflexion au plan européen en ce domaine qui pourraient nous permettre d'appuyer, enfin de servir de support à une proposition de résolution européenne? D'autre part, s'agissant par exemple du statut, alors en droit national, des agents de ce système, prestataires de services de paiement, et s'agissant également de poser les bases de la fiscalité, éventuellement d'aborder d'autres aspects de régulation des transactions, définir le rôle que la Banque de France pourrait y jouer. Tout cela peut nous permettre de faire ce que déteste l'administration, c'est-à-dire que le Parlement travaille réellement et élabore une proposition de loi. Alors, donc à vous de réagir sur ces aspects des choses. Merci beaucoup. Je pense que je risque également d'avoir quelques répétitions parce que la réponse de but en blanc est délicate. Peut-être pour reprendre, parce que je crois qu'elle... La question de légiférer peut se poser, mais elle se posera si, je pense, nous ne parvenons pas à interpréter les statuts existants pour qualifier les opérations qui sont aujourd'hui celles réalisées en Bitcoin et leur donner un statut, aiguiller ces différentes opérations vers des statuts existants. Et si on estime que soit la qualification est trop incertaine, dans ces cas-là, il faudra sans doute trouver le niveau de normes nécessaire pour le faire. Dans un certain cas, ça peut être uniquement une clarification de la doctrine. Dans un certain nombre d'autres cas, il faudra peut-être remonter dans la chaîne de normes. Et puis, on peut avoir... puisqu'une circulaire est supérieure à un décret, vous connaissez le décret supérieur à la loi. Oui. À mon compte. Mais ce n'est pas uniquement une question fiscale, puisque dans le domaine, par exemple, qui a été cité des plateformes de services de paiement, nous estimons, c'est l'interprétation qui a été d'ailleurs clarifiée par la jurisprudence en France, et je pense qu'il sera utile de faire remonter ce point au niveau européen, et le BA, l'autorité bancaire européenne, a pour rôle justement de coordonner les interprétations. Et si on a une difficulté, on s'aperçoit qu'on a une différence d'interprétation entre les différents pays, on peut porter ce point à l'EBA. Voilà. Donc ça, c'est un premier outil qu'on a, qui est au niveau de s'assurer de la bonne transposition de la norme européenne qui existe. Alors, deuxièmement, il y a des discussions sur la deuxième directive de services de paiement qui sont en cours au niveau européen. Donc c'est un autre domaine dans lequel il peut y avoir une prise en compte de ces questions. Quand Monsieur le rapporteur général, vous avez évoqué l'idée de dire faut-il donner un statut de monnaie légale, je pense que donner un statut de monnaie légale, ça serait soit abandonner le caractère souverain de la monnaie, donc je pense qu'on
ne voudra pas ça, soit finalement, si on garde le monopole de l'émission de la monnaie, interdire les bitcoins. Donc je pense que ça ne peut pas être de ce niveau-là. La question c'est est-ce qu'on veut donner une qualification? Cette qualification peut-elle correspondre à une catégorie existante ou faut-il inventer une nouvelle catégorie de monnaie entre guillemets ou de quasi-monnaie ou je ne sais pas. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Je pense que nous sommes conscients de la nécessité de clarifier les choses et les travaux interservices que mon ancien voisin avait cités peuvent être utiles pour ça dans un travail d'élaboration avec lequel naturellement nous pouvons... Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, juste un mot, Merci parce beaucoup. que dans mon propos, il ne s'agissait pas de reconnaître un caractère de monnaie légale au Bitcoin, mais de donner un statut légal à l'existence de ce dispositif qui est déjà dans les faits et dans les transactions et qui, dès lors, au travers d'une meilleure clarification de son statut, serait en mesure d'être utilisé sur des bases plus efficaces et mieux acceptées par tous, comme nous l'a dit tout à l'heure M. Grandval. Et je pense, monsieur le rapporteur général, que l'argument compétitivité est un argument auquel nous ne pouvons qu'être sensibles. Le fait de définir les conditions des opérations est un élément de la confiance qui peut être créée dans le territoire France par rapport à d'autres territoires. Bon. Alors, je ne sais si nous avons tout traité, probablement pas, mais nous avons en tout cas peut-être donné envie d'approfondir la question. En fait, de notre côté, nous allons nous y livrer. Et vraiment, à titre de conclusion, je voudrais souligner que tous ces travaux issus du monde de l'Internet sont absolument indispensables et passionnants pour le Parlement et que nous devons absolument poursuivre dans toute une série de domaines, sur toute une série de sujets, car nous sommes très profondément interpellés par cette évolution du contexte qui ne peut que susciter une évolution du droit, une évolution de la fiscalité, mais je pense à titre personnel qu'il serait vraiment tout à fait dramatique que les autorités publiques, notamment les autorités nationales, soient dans une attitude d'abstention et d'attentisme, car cela ne ferait qu'aggraver le sentiment d'impuissance qui souvent est exprimé vis-à-vis de nos institutions. Donc, merci beaucoup de votre participation. Merci à vous, mes chers collègues, de votre patience et de vos contributions. Merci.